Moscou, 3 heures du matin. La ville dort, mais ses entrailles ne connaissent jamais le repos. Dans les tunnels du métro, les dernières rames ont regagné leur dépôt, laissant derrière elles un silence pesant, presque religieux. Seuls quelques agents de maintenance parcourent encore les couloirs déserts, leurs pas résonnant dans l'immensité souterraine de CES Palais enfoui. Mais imaginez un instant que l'un d'eux, au détour d'un couloir de service, découvre une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Une porte sans marquage, sans serrure visible, mais hermétiquement scellée. Imaginez qu'en collant son oreille contre le métal froid, il perçoive un bruit sourd, lointain, comme le grondement d'un train qui ne devrait pas exister. Bienvenue dans l'une des légendes urbaines les plus troublantes du XXe siècle. Une légende qui refuse de mourir, qui hante les couloirs du Kremlin et alimente les cauchemars des services de renseignement occidentaux depuis plus de 70 ans. Son nom ? Le métro 2, un métro parallèle, invisible, réservé à ceux qui tirent les ficelles de l'histoire. L'histoire commence en 1931, dans les bureaux sombres du Kremlin. Joseph Staline, l'homme qui tient dans SES main le destin de l'Union soviétique, ne dort plus. Les rapports de SES espions affluent de toute l'Europe. Hitler monte en puissance, la guerre se profile à l'horizon, et avec elle, la menace d'une destruction totale. Pour un homme habitué à contrôler chaque aspect de la vie soviétique, cette incertitude est insupportable. Staline convoque alors ses ingénieurs les plus brillants et les plus discrets. L'ordre qu'il leur donne ce jour-là restera gravé dans l'histoire secrète de l'URSS. Construire sous Moscou un réseau de transport parallèle au métro officiel, un système qui survivra à l'apocalypse nucléaire et permettra aux dirigeants du régime de continuer à gouverner même si la surface de la Terre devenait inhabitable. Le projet porte le nom de code D6, en référence au 6e département des travaux souterrains. Mais dans les couloirs du pouvoir, on l'appelle déjà le métro des morts, car seuls ceux qui sont prêts à mourir pour les secrets d'État y travailleront. Les travaux débutent dans le plus grand secret. Pendant que les moscovites admirent la construction du métro officiel, avec SES station ornée de marbre précieux et SES lustre de cristal, une armée d'ouvriers triés sur le volet creuse, beaucoup plus profondément, un autre réseau. Un réseau que personne ne doit voir, que personne ne doit soupçonner. Les chiffres, quand ils filtrent, donnent le vertige. Des tunnels creusés, à plus de 200 mètres de profondeur, capables de résister à une frappe nucléaire directe. Des stations bunkers équipées de systèmes de ventilation autonomes, de réserves d'eau potable pour plusieurs mois, et de générateurs électriques indépendants. Le métro 2 n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une arche de Noé souterraine, conçue pour préserver l'élite dirigeante en cas de fin du monde. Les connexions sont stratégiques et révèlent l'ampleur du projet. Selon les rumeurs les plus persistantes, le réseau relierait directement le Kremlin et SES bunker secret, le siège du KGB place Loubianka, l'aéroport militaire de Vnukovo 2 réservé aux vols gouvernementaux, l'université d'État de Moscou, où travaillent les scientifiques les plus précieux du régime, ainsi que plusieurs installations militaires en périphérie de la capitale. Pendant des décennies, le métro 2 reste un fantôme. Seuls quelques initiés connaissent son existence, et ils gardent leur secret. Mais en 1991, l'impensable se produit. L'Union soviétique s'effondre. Avec elle, son système de contrôle absolu sur l'information. Pour la première fois depuis 60 ans, des langues commencent à se délier. Les premiers témoignages surgissent de manière sporadique, comme des fragments d'un puzzle gigantesque. En 1992, un rapport déclassifié du Pentagone fait sensation. Les services de renseignement américains confirment avoir identifié l'existence d'un réseau souterrain parallèle au métro moscovite, baptisé Ligne D6. Le document reste évasif sur les détails, mais sa simple existence officialise CE, qui n'était jusqu'alors qu'une rumeur. C'est alors que commencent à émerger les témoignages les plus troublants. Des retraités du métro moscovite, des ouvriers qui ont participé aux travaux de maintenance, des agents de sécurité qui ont passé leur carrière dans les tunnels, tous racontent la même chose. Ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Viktor Petrovitch, ancien chef mécanicien,
aujourd'hui âgé de 78 ans, se souvient encore de cette nuit de 1987 où il fut appelé en urgence pour réparer une panne électrique dans une section sensible du métro. « On m'a bandé les yeux pour m'y emmener », raconte-t-il, les mains tremblantes. « Quand on me les a enlevés, j'étais dans une station que je n'avais jamais vue. Plus grande, plus moderne que toutes celles que je connaissais, et surtout, vide. Complètement vide, mais prête à fonctionner. » Anatoly Sergeev, ancien gardien de sécurité, évoque quant à lui CES Train Fantôme, qu'il a aperçu à plusieurs reprises lors de SES rondes nocturnes. Des trains sans marquage, sans passagers visibles, qui traversaient certaines stations à grande vitesse sans s'arrêter. Quand je demandais des explications à mes supérieurs, on me répondait que je n'avais rien vu. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Mais c'est en 1994 qu'émerge le témoignage le plus explosif. Un ancien colonel du KGB, Boris Ratnikov, accepte de briser le silence dans une interview accordée à un journal britannique. Use mots, prudents mais lourds de sens, marquent un tournant dans la perception du métro 2. Ce réseau existe, je peux vous l'affirmer. Il est plus vaste et plus sophistiqué que le métro officiel. Ses ramifications s'étendent bien au-delà de Moscou. Mais comprenez bien, vous n'y mettrez jamais les pieds. Personne n'y met les pieds, sauf ceux qui sont autorisés à y mettre les pieds. Et CES, personne là ne parle jamais. Si le métro 2 reste invisible, son existence laisse néanmoins des traces. Les plans officiels du métro moscovite révèlent des anomalies troublantes. Certains couloirs de liaison semblent s'interrompre brutalement dans le vide. Des espaces non répertoriés apparaissent entre les stations officielles. Des sorties de secours mènent vers des zones interdites d'accès, gardées en permanence par des agents en civil. Des coïncidences? Ou les restes visibles d'un réseau parallèle soigneusement camouflé? Les géologues qui ont étudié le sous-sol moscovite notent également des particularités dans la répartition des excavations. Certaines zones montrent des signes d'activité souterraine intense qui ne correspondent à aucun projet officiel. Des vibrations mystérieuses, captées par les sismographes, suggèrent la circulation de véhicules lourds, dans des tunnels qui n'existent pas sur les cartes. Plus révélateur encore, le comportement des autorités. Depuis plus de 30 ans, journalistes, historiens et chercheurs tentent d'obtenir des réponses officielles. La réaction est toujours la même. Un silence poli mais hermétique, parfois agrémenté d'un sourire énigmatique qui en dit long. Aujourd'hui encore, certaines zones du métro moscovite restent strictement interdites d'accès. Des couloirs entiers sont condamnés. Des ascenseurs mènent vers des étages en maintenance permanente. Des portes blindées barrent l'accès à des sections entières du réseau souterrain. Les employés du métro qui travaillent dans CES Zone sont soumis à des contrôles de sécurité draconiens. Ils signent des clauses de confidentialité qui les engagent à vie. Certains évoquent, sous couvert d'anonymat, l'existence de niveaux inférieurs auxquels ils n'ont jamais eu accès, mais dont ils perçoivent parfois l'activité. Bruit de machinerie, courant d'air inexpliqué, vibrations dans les murs. Au fil des témoignages et des fuites, une image se dessine du métro 2. Celle d'un complexe souterrain d'une ampleur inimaginable qui dépasserait largement la simple fonction de transport. Les rumeurs les plus persistantes évoquent l'existence de véritables villes souterraines équipées de tout le nécessaire pour une survie à long terme. Ces installations comprendraient des dortoirs capables d'héberger plusieurs milliers de personnes, des cantines et des cuisines, des hôpitaux souterrains, des centres de commandement, des systèmes de communication indépendants reliés au monde extérieur, ainsi que des réserves de carburant, de vivres et de matériel médical pour plusieurs années. Une légende particulièrement tenace évoque l'existence d'une salle gigantesque, baptisée la Cathédrale Rouge, située quelque part sous le centre de Moscou. Cette salle souterraine, de la taille de plusieurs terrains de football, servirait de centre de commandement ultime en cas d'apocalypse nucléaire. Elle pourrait abriter jusqu'à 15 000 personnes et disposerait de sa propre centrale électrique, de systèmes de purification d'air et d'eau, et même de fermes hydroponiques pour assurer l'autosuffisance alimentaire.
D'autres rumeurs évoquent l'utilisation du métro 2 comme dépôt pour les archives les plus sensibles de l'État soviétique puis russe. Certains parlent même de laboratoires secrets où seraient menées des recherches classifiées, loin des regards indiscrets des satellites espions. Mais le plus troublant reste que beaucoup affirment que le métro 2 est toujours opérationnel. Des trains y circuleraient encore aujourd'hui, transportant des personnalités dont les déplacements ne doivent laisser aucune trace. Face à l'accumulation de témoignages et d'indices, certains restent sceptiques. Pour eux, le métro 2 n'est qu'une légende née de la paranoïa de la guerre froide. Mais d'autres considèrent que les preuves sont trop nombreuses et trop cohérentes pour être ignorées. Aujourd'hui, alors que la Russie continue d'entretenir une culture du secret héritée de l'URSS, le métro 2 reste l'un des mystères les mieux gardés du monde moderne. Ni confirmé, ni démenti, il continue de fasciner et d'inquiéter. Et peut-être, sous les rues de Moscou, gronde encore le bruit d'un train fantôme que personne ne devrait entendre.